Salut les petits écopotes à la compote. Pour ce premier épisode du cycle sur l'éco-psychologie, je vous propose de définir ce terme, son origine, ses fondements théoriques et ses enjeux. Autrement dit, c'est quoi l'éco-psychologie ? Selon le théologien Michel-Maxime Heger, il n'y aurait pas de définition canonique de l'éco-psychologie. Il propose néanmoins la suivante, l'étude des interrelations entre l'âme de la Terre et l'âme humaine et de la corrélation entre leurs souffrances respectives. Une partie des éco-psychologues se réfère pas mal ou beaucoup à l'expérience des peuples premiers, des traditions amérindiennes, ce qu'on appelle aussi les peuples racines, qui ont un autre type de relation à la nature, j'aurais envie de dire des relations beaucoup plus équilibrées, des relations d'interpénétration et d'interdépendance entre l'être humain et la nature. Il s'agit notamment de resituer les souffrances humaines dans leur contexte environnemental et de comprendre les composantes psychologiques et émotionnelles des dysfonctionnements écologiques. Et d'ailleurs, ils utilisent ce qu'ils appellent des métaphores de diagnostic, disant que l'être humain est devenu comme autiste par rapport à la Terre et aux voies de la Terre, où ils parlent aussi de dissociation, où ils vont aussi parler par moments d'amnésie, c'est-à-dire que nous aurions oublié toute cette mémoire de la Terre qu'en réalité nous portons en nous. On cherche donc à expliquer les attitudes humaines dans leur rapport à la nature, mais aussi dans leur relation aux autres humains. J'adore les femmes. Elles sont formidables. Puisqu'ils sont, eux aussi, des êtres vivants. Elles adorent ceux qui brillent, mais ça ne leur suffit pas. C'est quoi l'éco-psychologie ? C'est le lien entre notre nature intérieure et la nature extérieure. Le terme éco-psychologie apparaît pour la première fois en 1992 dans le livre La Voie de la Terre de l'historien Theodor Roszak, qui reprend la notion platonicienne d'anima mundi, l'âme du monde. Il s'inspire des travaux de Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif pour élaborer le concept d'inconscient écologique, une psyché universelle reliant tous les êtres vivants de tous les temps en interdépendance. Il postule ainsi que nous portons l'évolution du monde dans notre inconscient, l'empreinte vivante de l'évolution cosmique. Faisons ainsi le lien avec l'homme archaïque défini par Jung et enfoui au plus profond de notre psyché. Roszak critique les autres approches de la psychopathologie, selon lui trop focalisées sur ce que Jung appelait la névrose urbaine. Et il suggère d'écouter la voix de la Terre pour tenter de comprendre ce qu'elle peut avoir à nous dire, notamment à travers nos rêves. Et il invite ainsi à traiter conjointement la santé planétaire et la santé mentale par un rétablissement de la connexion entre l'humain et la nature, un accès à l'inconscient écologique. Et ces conceptions d'une âme planétaire et d'un inconscient écologique inspireront l'émergence d'une approche à la fois mystique et laïque de l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité. Tu l'as rencontré, ton prénom ? Moi, je m'appelle Gaïa. Moi ? Ouais. Moi, c'est Pomme de Terre. J'ai rencontré mon prénom dans un resto. Alors comment comprendre l'origine des déséquilibres entre l'humain et la nature ? Pendant plusieurs millions d'années, l'homme aurait fonctionné en symbiose avec la nature, On comprend rien à ce que vous dites. On peut plus innover. et sa déconnexion aurait débuté il y a environ 10 000 ans, au néolithique, avec l'invention de l'agriculture et la domestication de la nature. Et puis, progressivement, les progrès des civilisations nous auraient conduit à percevoir la nature comme étrangère et extérieure à nous. Une simple ressource à exploiter. Jusqu'à atteindre un paroxysme avec notre système actuel, le capitalisme, valorisant le profit à outrance. Un système produisant beaucoup plus que ce dont les gens ont réellement besoin et qui doit donc créer de nouveaux besoins pour que sa production soit consommée. Hamburger Restaurant Quick, le restaurant de la liberté. Une culture favorisant le jetable, le démodé et le renouvellement fréquent des équipements. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, la réduction volontaire de la durée de vie des produits pour augmenter le taux de remplacement. Bref, un système créant du manque en permanence pour pouvoir le satisfaire et entretenant le mythe d'une planète aux ressources illimitées. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme?
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Ainsi, au fil du temps, l'humain aurait développé un fonctionnement immature et égocentrique, s'illustrant par des tendances à la toute-puissance et à l'intolérance à la frustration. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? C'est bien pour les ballons. Super, Et qui se manifesterait notamment par notre penchant pour la démesure consumériste. Fais le bon choix. Bisous. En 2019, dans son ouvrage Le bug humain, le neurobiologiste Sébastien Boller explique ce phénomène par des fonctionnements du cerveau qui nous conduiraient à privilégier notre plaisir immédiat au détriment de la santé. La nôtre comme celle de la planète. On sait ce qui arrive et on ne fait pas ce qu'il faut pour l'éviter. En cause, notre addiction à la dopamine. Eh bien, on voit qu'il y a au centre du cerveau un organe beaucoup plus ancien, le striatum. Alors lui, son but, c'est pas du tout de produire de l'intelligence, mais c'est de produire des désirs, des motivations à agir. Il va nous pousser à agir d'une certaine façon, en nous récompensant quand on le fait avec une molécule qui donne du plaisir et qui s'appelle la dopamine. Une personne à qui on va donner une nouvelle voiture, ou un nouveau salaire, ou qui va gagner un nouveau nombre de likes sur son profil. Au début, ces neurones vont libérer de la dopamine, il va avoir du plaisir, et puis de jour en jour, de semaine en semaine, la dopamine va s'épuiser. Et donc, il va plus rien ressentir. C'est ça ce qu'on appelle l'habituation hédonique, l'habituation du plaisir. Il ne ressent plus rien s'il ne va pas chercher quelque chose de mieux, quelque chose de plus fort. Donc ça va nous pousser à toujours renouveler les satisfactions. Et donc ça, c'est toutes les mises à jour, toutes les nouvelles gammes de mode, l'obsolescence programmée, ça répond à ce besoin-là. La nature de l'homme serait-elle donc fondamentalement toxique ? Il n'est pas programmé pour se limiter, c'est hyper important à retenir. Nous, on est programmé pour vouloir toujours plus sans limite. Et malheureusement, ces grands comportements qui sont récompensés par du plaisir par notre striatum, si on continue à les mettre en pratique, en fait, ils deviennent extrêmement destructeurs. L'auteur distingue cependant d'autres fonctions cérébrales permettant de lutter contre ces tendances destructrices. Le besoin physiologique de trouver du sens dans nos actions et dans notre environnement. Il faut que d'autres parties du cerveau luttent contre le striatum. Et il préconise de rééduquer notre cerveau en le mettant en quelque sorte au régime pour réapprendre à apprécier des satisfactions moins immédiates. Pour renouer avec le vrai plaisir, le plaisir intense, il faut faire un reset, une remise à zéro du système, c'est-à-dire diminuer carrément le niveau de stimulation, passer par des phases de jeûne, d'abstinence, de réduction des loisirs. You must unlearn what you have learned. Mais pour les éco-psychologues, il s'agirait plutôt de rétablir la connexion perdue entre l'humain et la nature afin de lui rendre son identité naturelle. Délivré du dualisme artificiel opposant nature et culture. Mais alors, comment rectifier le tir ? Comment favoriser la reconnexion entre l'humain et la nature ? L'un des précurseurs de l'éco-psychologie, le philosophe Arne Naess, estime que les mesures techniques favorisant une transition écologique resteront toujours insuffisantes tant qu'elles s'appliqueront dans une société anthropocentrique qui considère la nature comme une simple ressource. C'est ce qu'il appelle l'écologie superficielle. C'est prendre déjà conscience de l'incapacité qu'on a à résoudre les problèmes d'aujourd'hui dans notre relation à l'environnement. En 1973, il introduit la notion de soi écologique pour désigner une conception de l'identité humaine incluant son appartenance à la nature. Et pour sortir de notre individualisme toxique, il préconise de développer notre écologie profonde. C'est-à-dire la conscience de notre appartenance à la nature et de notre interdépendance avec l'ensemble des êtres vivants. Une expérience profonde dans leur relation à la nature, de deux ordres. Une relation d'abord de type d'admiration ou d'émerveillement pour la nature, parce qu'en fait, ils se sentent complètement connectés et un avec cette terre, mais aussi d'expérience de souffrance par rapport aux souffrances de la Terre. L'objectif de l'éco-psychologie serait donc de contribuer à une guérison conjointe de l'humanité et de la planète afin de construire les fondations d'une nouvelle société profondément écologique. Regardez. Quoi? Mais vous le voyez? Quoi? Le monde! Le nouveau monde! Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu nous réveilles pour regarder rien là? Alors dit comme ça a l'air un peu idéaliste et orienté politiquement, et ça l'est. Mais certainement pas dans le sens courant de la politique, à savoir la pratique du pouvoir.
D'ailleurs, on pourrait considérer que tous les partis politiques actuels, y compris les plus écologistes, reproduisent les dysfonctionnements humains étudiés par l'éco-psychologie. Et j'invite les personnes qui adorent critiquer le patriarcat blanc à déconstruire leurs privilèges de bourgeoises blanches et se rendre compte qu'il y a aussi d'autres sociétés non blanches où le patriarcat existe. Mais bien sûr, vous ne le savez pas, vu vos fréquentations bourgeoises et blanches. Bon, vous l'aurez compris, l'éco-psychologie est un domaine difficile à bien déterminer clairement. C'est à la fois un champ de recherche et de pratique transdisciplinaire, mais selon le philosophe Dominique Bourg, c'est également un projet de civilisation. Du coup, certains des détracteurs de l'éco-psychologie lui reprochent son manque d'identité et de cohérence d'ensemble. Il y a des grands débats dans l'éco-psychologie de savoir si ça doit devenir une discipline du monde académique ou pas, avec tous les protocoles de recherche, d'analyse, d'enquête statistique. Et eux, en fait, résistent beaucoup à ça parce que, en fait, l'éco-psychologie, elle est née d'abord d'une expérience. Tandis que d'autres critiquent ses lacunes concernant la dimension sociale des dysfonctionnements écologiques. Salut à toi, jeune entrepreneur. Enfin, d'autres encore s'inquiètent des dérives mystiques de ces approches et plus particulièrement au sujet de l'éco-spiritualité. Ougla. Voilà en gros l'objet de l'éco-psychologie. Ses applications sont multiples: traitement de l'éco-anxiété, écothérapie, éco-éducation, permaculture, écoféminisme, etc., etc. Il y a aussi une éco-psychologie pratique qui peut se décliner sous forme d'activités sensorielles, de rituels dans la nature. Mais c'est surtout une discipline qui pourrait nous aider à mieux comprendre nos dysfonctionnements écologiques et à fournir des repères pour vivre en meilleure harmonie avec notre environnement. L'éco-psychologie, c'est, on va dire, passer d'un moi égocentré où on est sur l'individualisme à un moi plutôt écocentré, sur de l'individuation, c'est-à-dire sur comment développer sa puissance et sa capacité d'agir dans le monde en prenant en compte ses émotions, sa relation aux autres et ce que ça nous fait à l'intérieur. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur notre contexte actuel de crise écologique et sur les problèmes auxquels l'éco-psychologie entend fournir des réponses. Car selon la collapsologie, la fin du monde, c'est pour bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop. Les réseaux sociaux, c'est acquérir du statut virtuel. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il gagne un like, le striatum lui envoie de la dopamine. Par contre, s'il perd un like, le striatum coupe le robinet de dopamine et là, c'est une frustration énorme. Ça s'est transformé en une usine à ego qu'on ne sait pas comment arrêter.